La stérilité, c'est une exception. Donc, pour voir ces différentes idées, il y a ce qu'on appelle l'anagénèse et puis la cladogénèse. Ce sont deux termes indispensables à connaître si on étudie un peu l'évolution. Pour l'anagénèse, en évolution, elle correspond automatiquement à l'évolution dans le temps temporel d'une lignée qui est unique. C'est-à-dire, on prend une espèce, on suit toujours un même chemin. Ce n'est pas le fixisme. Il y a évolution, mais au sein de la même espèce, au sein de la même lignée. Dans ce cas, une espèce descendante, les descendants et les générations qui vont venir, remplacent une espèce qui est ancienne, les prédécesseurs, une espèce ancestrale, mais dans la continuité. C'est-à-dire, on passe d'une espèce à une autre avec des changements morphologiques, métaboliques, etc., 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 selon les conditions, mais on tourne toujours la même espèce et formant une lignée, ce qu'on appelle une lignée évolutive, c'est-à-dire dans la continuité. En physiologie, l'anagénèse correspond à la régénération d'un tissu vivant ayant vécu ou bien ayant été détruit. On voit certains lézards, un petit exemple, certains lézards, on peut couper leur queue et la queue peut se régénérer. C'est-à-dire, si on coupe la queue, le lézard ne va pas mourir. Il va s'adapter pendant un temps, mais par la suite, il va régénérer son tissu pour s'adapter à un milieu au sein de la même espèce. Un autre exemple, ce sont les mus successifs des serpents. La peau des serpents, les mus successifs. Il ne va pas perdre sa peau. Si, il va perdre sa peau, mais il ne va pas mourir. Donc la peau va être régénérée. Donc, si on pense à ça, on est en train de voir soit une classification qui est classique, soit une classification qui est génétique. On est des mammifères et on est tous des vertébrés. Et bien sûr, où est-ce qu'on va être classé? Si on se classe avec des mammifères, il y a des poissons qui sont mammifères. Alors, est-ce qu'on en ressemble? Bien sûr, il y a des êtres vivants qui, avec la reproduction, c'est à partir des œufs. Et d'autres, voilà, les mammifères, ils peuvent faire l'allaitement et autres. Il y a des poissons qui peuvent, les dauphins. Et si on peut classer les dauphins avec d'autres poissons, ils sont tous des poissons, ils sont en train de nager. Donc alors, on ne fait pas partie de la même catégorie des êtres vivants. Je parle de mode de vie et je ne parle pas d'origine ici. J'insiste, je souligne, je ne parle pas d'origine. Et puis il y a ce qu'on appelle la cladogénèse. Contrairement à l'anagénèse, c'est un processus d'évolution comme l'anagénèse, mais qui aboutit à l'apparition de nouvelles espèces par la scission, par la coupure, on va couper la lignée ancestrale. C'est comme les bourgeons. Parfois les bourgeons pour certaines plantes, parfois les plantes, lorsqu'ils grandissent, alors on est en train de les couper. Et une fois on coupe la plante, il va bourgeonner. Il va donner l'arbre qui est un peu plus dense. D'accord? Donc, automatiquement, une lignée ancestrale vers une lignée descendante. C'est ce qu'on appelle en arabe, le terme d'Awija, zber. Quand zbero les plantes, quand qta'o la plante, c'est-à-dire je ne laisse pas la plante évoluer du point de vue morphologique, la même direction, mais quand zberoha, mais une fois on a cette scission-là,
Donc, il y a des petits bourgeons qui vont... C'est comme l'arbre généalogique. Plus on fait la scission, plus ça va pas, ce n'est pas une disparition de l'espèce, mais plutôt une densité d'espèces qui va parvenir parce que d'autres vont réapparaître. La spéciation, c'est-à-dire la création des espèces par cladogénèse, est la conséquence des phénomènes de mutation. Là, on utilise pour la première fois le terme de mutation. C'est-à-dire que l'anagénèse, on a parlé d'une lignée unique. L'anagénèse, c'est une lignée qui est unique. Alors, pour les mutations, c'est-à-dire on doit parler de sélection et ségrégation progressive. Les espèces les mieux adaptées à la lutte pour la vie, comme a avancé Charles Darwin, vont s'approprier mieux aux ressources naturelles. Et ils vont donner leur caractère dominant aux générations futures. Et ces ségrégations sont progressives. On peut avoir, par exemple, de part et d'autre, j'ai deux environnements et un WED. L'Amazonie. Les espèces en Amazonie, dans la berge, ou bien dans la rive droite, ce sont pas il y a des espèces qui se ressemblent, mais elles ne sont pas exactement les espèces de la rive gauche. Parce qu'il y a des espèces qui ne peuvent pas traverser un fleuve qui est très fort, à un débit qui est très fort. Ceux de la rive droite, il y a ceux de la rive gauche. Et puis, ce processus est quasiment le seul dans la cause, dans l'apparition de nouvelles espèces, c'est-à-dire la spéciation pour les animaux supérieurs. Alors, maintenant, une fois on a l'anagénèse, une fois on a la cladogénèse, donc vous avez vu un peu la différence entre les deux, on est obligé de voir que chaque spéciation, elle est dépendante à un milieu de vie. Un milieu de vie, ou bien ce qu'on appelle le milieu naturel. C'est la patrie. Et lorsque je dis la patrie, je dis l'Watan. C'est-à-dire qu'on va utiliser le terme patrie, évidemment. Donc, il y a la spéciation, ce qu'on appelle la spéciation péripatrique, en sachant que la spéciation, c'est la création de nouvelles espèces péripatriques, c'est-à-dire à la périphérie de la patrie. On a un écosystème, on va voir les populations qui sont en périphérie. Dans ce cas, la création, ou bien la spéciation, la création d'une nouvelle espèce se fait par isolement. On va isoler une population périphérique dans l'aire de repos de la population initiale. هذه نجيو نقولوا أسيادنا نتوما المواطنين غادي تجيو عايشين هنايا غادي نديروا لكم واحد الأرض قاحلة où vous êtes de gens promoteurs غادي نعطيوكم الأرض on va vous donner la terre on va vous donner des bâtiments on va vous faire un dispensaire on va vous faire une école et venez vivre là. Chacun de la population périphérique va venir d'une zone, d'un milieu. Et ils vont créer un seul milieu dans lequel, c'est la population initiale, dans lequel ils vont vivre ensemble. C'est-à-dire, ils vont s'y adapter au sein de ce milieu. Ce type de spéciation, c'est le plus fréquent, la création de la nouvelle espèce par trois phases principales que je vais passer déjà en revue. Il y a une phase de désorganisation du pôle génétique. Bien sûr, le pôle génétique, automatiquement, lorsqu'on va dans une population qui est initiale et on va vivre dans un milieu
qui est environnant. Donc, on se trouve déjà dans l'obligation de faire un patrimoine génétique nouvel qui s'adapte au nouveau patrimoine. Bien sûr, il y a là la restructuration et l'isolement reproductif. C'est-à-dire, dans ce temps-là, on est en train de faire un isolement reproductif. Déjà, on prend une population qui est périphérique. كنجيو كنقولوا لهم اسيادنا غادي تجيو غادي تعيشوا في هذه الارض هذه غادي نعطيوكم الارض غادي نعطيوكم الوطن نديروا لكم مستوصف نديروا لكم عمارات etc. Donc on veut dire de vivre ici. Donc automatiquement il y aura des reproductions. Il y aura des mariages. Il y a de nouveaux enfants qui vont vivre dans ce nouveau milieu. Donc qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la restructuration. Moi, je viens de Casablanca, l'autre vient de Rabat, l'autre vient d'Arfoud, et on va vivre à Azao, à proximité d'Azao, par exemple. Et on commence à s'adapter à la forêt d'Azao, etc., à notre milieu de vie. Avec le temps, on va se restructurer et il y aura un isolement reproductif, il y aura la reproduction. Bien sûr, on va donner des générations qui seront futures et qui vont s'adapter, bien sûr, lorsqu'ils vont naître. Ils ne vont pas connaître Casablanca, Rabat, parce qu'ils sont nés dans un écosystème qui leur est favorable. Donc, les changements-là et des implications, au terme, c'est ce qu'on appelle des changements qui vont influencer déjà le métabolisme. Donc, déjà, on revient toujours au darwinisme que j'ai évoqué tout à l'heure. Le besoin crée l'organe. Je vis dans un environnement où il y a beaucoup de nourriture, je m'adapte à cette nourriture. Mais lorsqu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, je me trouve dans l'obligation à m'adapter, à faire la rationalisation, c'est-à-dire des petites parts, etc. C'est l'exemple de Amjou qu'a connu le Maroc vers la moitié du siècle précédent. D'autres implications seront de point de vue éthologique, c'est-à-dire dans le comportement. Je n'ai pas beaucoup de nourriture, bien sûr je vais m'adapter, mais il y a des comportements psychologiques qui vont apparaître. Donc automatiquement, je vais bien sûr m'adapter, mais le comportement, c'est l'exemple que j'ai évoqué au début de la séance. Automatiquement, il y aura un isolement, et cet isolement reproductif dans le but de faire de très brèves périodes dans lesquelles on va réorganiser des microdèmes. Et puis, il y a la phase de réorganisation de l'isolement reproductif. Voilà, on s'isole pour la reproduction, pour donner des descendants. Mais pendant cet isolement, on se trouve dans l'obligation de faire une réorganisation de l'isolement reproductif. C'est là que vont apparaître ce qu'on appelle les espèces jumelles. C'est l'exemple que j'ai évoqué pendant les premières séances, l'exemple des drosophiles. Donc, soit, grosso modo, on a une anagénèse, lorsqu'il y a des grandes périodes de stase. Il y a de grandes périodes de stase, et pendant ces périodes de stase-là, c'est l'évolution et la spéciation au sein d'une seule lignée. Unique, mais avec des changements comportementaux et des changements métaboliques. Et il y a par cléidogénèse, c'est-à-dire par scission, carrément ou progressivement avec la lignée ancestrale. Cette fois-ci, on va parler de la spéciation allopatrique. Donc, toujours au sein de la patrie, au sein de Ta'al-Watan, allopatrique. Allo, c'est alloctone. Allo, c'est lorsque je prends mon sac à dos et je commence à vagabonder, à me déplacer, à errer sans destination. C'est-à-dire, je dois voyager. Bien sûr, je vais donner un exemple. Un exemple, quelqu'un, on connaît, voilà les gens de Ouazzam, Bjad, etc., Bni Mellal, etc., Khouibga,
Voilà la majorité des gens, voilà, ils voyagent en Europe et plus exactement en Italie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas du hasard. Parce qu'il y a toujours un premier descendant, il y a un certain nombre, une certaine personne, d'Okhawibga, qui était la première personne qui est partie en Italie. Il s'est marié avec une Italienne, il est revenu au Maroc chaque été, il ramène son cousin, son petit cousin, sa tante, etc., et il les ramène en Italie. Maintenant, lorsqu'on voit cette région, on voit beaucoup de gens de Ouazzam, avec leur comportement, ils ressemblent à des Italiens. Mais leurs descendants, leur petit-fils, lorsqu'il s'est marié avec une Italienne, il parle un petit peu à la marocaine, soit en tamazight ou en arabe, mais il parle à l'italien, hasta luego, etc., etc. Pronto, mais salam alaikum, etc., etc. C'est une adaptation à un environnement, c'est-à-dire allopatrique. Il a voyagé. Alors, dans chaque voyage, il y a un changement. Il y a une adaptation avec un environnement qui est adéquat. Il y a une adaptation avec un milieu naturel. Un milieu naturel reste tout simplement l'écosystème. Tout simplement, c'est la création d'une nouvelle espèce par migration, le hijra, par migration d'une population ou par division géographique. Ce type de spéciation, il va affecter microderme. Si on est dans deux bateaux, chacun va arriver jusqu'à une plage, un continent, d'autres vont vivre dans une île. Ceux qui vont vivre dans l'île vont s'adapter à l'île. Ceux qui vont vivre dans l'autre vont s'adapter dans le supercontinent, vont s'adapter à un environnement qui est plus large. Et puis, il y a la spéciation sympatrique, c'est-à-dire au sein de la patrie, il y a la symbiose, il y a la sympathie. Symbiose, sympathie, on va vivre dans un même milieu. C'est-à-dire que cette spéciation-là, elle désigne un mode de création de nouvelles espèces où les espèces sœurs restent au contact aussi bien du point de vue géographique que du point de vue écologique. Je m'explique. Géographiquement, on vit tous au Maroc. Mais il y a ceux qui vivent dans le désert, il y a le Dar'at-Filelt, il y a les Atlas, il y a le Rif, il y a le Sahara. Le Sahara, c'est un écosystème qui est large et qui est peu peuplé. Le Dar'at-Filelt, encore moins. Mais il est bien peuplé, il y a des grandes villes, etc. Lorsqu'on parle aux Atlas, on voit des petites et des grandes villes. Mais il y a de la végétation, il y a des forêts, il y a beaucoup de ressources hydriques. Etc., etc. Il y a beaucoup de ressources. Donc il n'y a pas de problème de l'appropriation de ressources rares. Plus on voyage vers le nord, vers le Rif, il y a d'autres. Il y a des circonstances qui peuvent parvenir, des catastrophes naturelles, des séismes, etc., etc. Mais il y a la grande zone forestière, la grande zone de Chaouen, de Ktamal, Houssima, etc., etc. Donc c'est un autre mode de vie. C'est-à-dire au sein de la même patrie, on vit du point de vue géographique. Mais dans la sympathie, ou bien dans la sympatrique, on doit vivre dans le même écosystème. On vit ensemble à Sfax, on vit dans l'écosystème de Sfax. Soufrou, on s'adapte à une partie qui est d'une part très proche de Fès, d'autre part qui est très proche de la région des Atlas.
Les gens de la ville de Sefrou, ils sont en moitié arabes, parce qu'ils sont en proximité de la région de Fès, etc., et en moitié Tamazight. Donc, automatiquement, il y a une combinaison entre les langues, une combinaison entre les cultures. Mais parfois, il y a des mariages internes, c'est-à-dire les descendants, au sein du même écosystème, le milieu naturel pour Jean-Baptiste Lamarck et pour Darwin. C'est le cas observable surtout sur les végétaux supérieurs. Et puis, il y a la spéciation parapatrique, c'est-à-dire à côté de la chose, c'est-à-dire quelque chose qui cache d'autres. Je parle parapluie, parasol, etc. Donc, automatiquement, la spéciation parapatrique, elle désigne un mode de spéciation où les espèces sœurs, pas comme tout à l'heure, occupent des territoires, pas le même territoire du point de vue géographique et écologique, mais cette fois-ci des territoires qui sont différents, mais adjacents, l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, il y a une espèce qui vit dans le territoire A et l'autre qui vit dans le territoire B. Il y a une chaîne de montagnes entre les deux. C'est-à-dire, ces deux espèces, celle-là, c'est une communauté A et une communauté B. Mais pour le parapatrique, la communauté A et la communauté B, ils sont interféconds. La communauté A va donner des générations, des descendants qui ont le même caractère. C'est-à-dire, qui parlent la même langue. La communauté B, ils parlent une autre langue. Donc, ils peuvent donner des descendants de même langue. Mais puisqu'ils sont adjacents, ils peuvent se trouver dans une intersection et se reproduire et donner des générations qui vont parler les deux langues et qui auront les deux cultures, des cultures qui sont différentes. Donc, automatiquement, dans ce mode, il n'est pas rare de rencontrer ce qu'on appelle le terme d'hybride dans la zone de contact. Alors, pour les hybrides, il y a des hybrides qui sont naturels, des hybrides qui ont été conditionnés par le milieu naturel, des hybrides qui ont été conditionnés par le mode de vie. Mais il y a aussi des hybrides qui ont été conditionnés par les expérimentations. Lorsque je parle de Dolly, et tout le monde connaît Dolly, حنا جينا وصنعنا واحد النعجة سميناها دولي. نعجة سميتها دولي. Mais elle n'est pas comme les autres. On a essayé de faire des expérimentations باش نخلقوا دولي. Dolly, ce n'est pas le milieu naturel qui l'a conditionné. Ce ne sont pas les circonstances qui صنعوا لنا دولي. Mais المختبر, le laboratoire هو اللي صنع دولي باش نديروا الخوفان بزاف ونديروا la nourriture. Mais c'est faux parce que Dolly, il s'est avéré qu'il est stérile. Il ne peut pas donner des générations futures qui sont fécondes. Alors, lorsqu'on parle de circonstances naturelles, lorsqu'on parle d'environnement, il y a la nature. La spéciation au sein de la nature, et je parle toujours, et comme je vous ai enseigné en première année, si vous vous souvenez, le cours de géodynamique externe, j'ai dit toujours, comme quoi la Terre cherche toujours à établir et à rétablir son équilibre. هذه الكلمة اللي كنقول ديما. Les catastrophes naturelles sont bons. Les séismes sont bons. Les volcans sont bons. Pour moi, c'est bon. Ils sont indispensables à l'équilibre de la Terre. Ils sont indispensables à la vie sur Terre.
Parce que notre planète Terre, sans qu'on y était, on est en population, les humains, notre âge, elle est très court. Mais l'âge de la Terre est 4,6 milliards d'années. La Terre, elle était toujours en équilibre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle libère tout le temps son énergie emmagasinée à l'intérieur. S'il n'y avait pas ces séismes-là, s'il n'y avait pas ce volcanisme, la Terre va exploser. Il n'y aura plus ni nous, ni les animaux, ni les végétaux supérieurs, ni les plantes, etc., etc., etc. C'est-à-dire, ces catastrophes responsables des différentes scissions, et on va voir dans le dernier chapitre dans les différentes extinctions en masse, l'extinction la plus spectaculaire, c'est la disparition des dinosaures. À un moment donné, il y avait des dinosaures sur notre planète Terre. Grosso modo, on a une espèce ou bien une population qui est originale. Une autre étape de la spéciation se fait par des petites scissions, soit allopatrique, c'est-à-dire la subdivision vers une autre patrie, c'est par migration, soit péripatrique, c'est-à-dire on va chercher une nouvelle niche écologique qui est juste à côté, adjacente, mais ce n'est pas la même niche écologique. Et il y a la parapatrique, où on peut avoir des interactions, ou bien la sympatrique, lorsqu'on peut parler de la même patrie ou bien du même environnement. Automatiquement, il s'ensuit des évolutions reproductives, il s'ensuit alors de l'isolement, ce qu'on appelle l'isolement reproductif, pour nous donner des espèces. Ce sont des différentes modalités de création de nouvelles espèces. Donc, automatiquement, on a l'équilibre ponctué, le système de gradualisme. Automatiquement, tout le monde s'y adapte. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir la spéciation. C'est une simple évolution des espèces pour la création de nouvelles espèces, génération par scission de certains troncs de cet arbre. Donc l'exemple que j'ai dit tout à l'heure est Kanzbao Shajara. Kanzbao Shajara, ce n'est pas pour la détruire. Ce n'est pas pour la diminuer. Mais on l'a fait exprès pour que les bourgeons vont se diversifier. Il y a ceux qui s'arrêtent, il y a ceux qui vont continuer leur évolution. Par exemple, là, j'ai une espèce, je peux avoir une scission. L'autre va évoluer. Mais celle-là, elle va évoluer en deux parties. Là, on va trouver l'allopatrique, le sympatrique, etc., etc. Donc, généralement, c'est la cladogénèse qui l'emporte. Et d'ailleurs, Stephen Jay Gould, dans sa revue La vie est belle, il a bien évoqué. Et il y a un consensus. Bien sûr, il y a des débats. L'évolution, il y a toujours des débats. L'origine de la vie sur la planète Terre, il y a toujours des débats. Il y restera toujours des débats. Il n'y aura jamais d'un véritable consensus international dans l'explication des systèmes de l'évolution. C'est ainsi que je termine cette partie du second chapitre et je vous remercie beaucoup.